Le programme de la classe de première nous invite à réfléchir sur un roman du XVIIe siècle, La princesse de Clèves. C'est un roman qui peut nous sembler bien loin de nous et de notre société. Pourtant, on verra que cette princesse a beaucoup à nous offrir. L'angle d'étude proposé par le programme va d'ailleurs dans ce sens, puisqu'on nous invite à étudier le roman à travers 3 mots-clés: l'individu, la morale et la société. Cet angle d'étude va nous permettre en effet de mettre en valeur les problématiques clés du roman, et on verra que derrière les histoires de ducs, de princesses et de la vie de la cour, a priori étrangères à notre vie, on retrouve en réalité nos préoccupations individuelles et collectives d'aujourd'hui. Commençons par comprendre ces 3 mots-clés. Le mot « société » est ici à comprendre d'après le sens qu'on peut trouver dans l'expression « la vie sociale ». La vie sociale, c'est la manière dont une société s'organise. C'est comment on vit ensemble. Ce sont les règles de vie en commun qui permettent de définir des conventions sociales ou des normes sociales, c'est-à-dire une sorte de limite entre ce qu'on admet et ce qu'on n'admet pas lorsqu'on vit ensemble. On délimite ainsi la sphère privée et la sphère publique. Dans la sphère publique en particulier, il y a des comportements recommandés qui sont supposés nous permettre de mieux vivre ensemble. La vie sociale propose donc des valeurs, c'est-à-dire des choses auxquelles on donne du prix, qu'il faut respecter pour parvenir à véritablement adopter un comportement modèle. Si on prend le modèle de la vie sociale dans La princesse de Clèves, on a une société avec des hiérarchies très fortes. On est à la cour d'Henri II, entre nobles, entre belles personnes, comme on dit dans le roman, c'est-à-dire des gens bien nés, riches, éduqués. Mais il y a parmi ces belles personnes des hiérarchies qu'il faut respecter, avec donc tout un tas de codes, de politesse, de cérémonies, pour montrer qu'on reste à sa place, qu'on connaît son rang et qu'on ne cherche surtout pas à transgresser cet ordre social. Dans cette société, le modèle de vie sociale impose de ce fait de sauvegarder, quoi qu'il arrive, les apparences. On ne doit en effet jamais perdre son honneur. L'honneur est donc la valeur sociale par excellence de cette société d'ordre. Si pour ne pas perdre votre honneur, vous devez pour cela mentir, cacher des choses, dissimuler, eh bien, peu importe. L'honneur est plus fort que la vérité dans ce monde. L'honneur est la valeur sociale première dans le monde de la princesse de Clèves. On en arrive ainsi à notre deuxième mot-clé, la morale. Qu'est-ce que la morale? C'est ce qu'on désigne comme étant d'un côté le bien et de l'autre le mal. Selon les époques, bien entendu, ce contenu change. Il change aussi, bien sûr, selon les cultures, les civilisations, etc. Dans La princesse de Clèves, la morale, c'est-à-dire le bien et le mal, la morale est très influencée par la dimension religieuse. En effet, la société du XVIIe siècle est très religieuse. La religion catholique y est très forte, d'autant plus qu'on est ici parmi les puissants. Le roi de France est en effet le garant de la religion catholique. Or, pour la religion catholique, il y a des valeurs qui sont très importantes. Et parmi la valeur la plus importante peut-être, eh bien, il y a la vérité. Le mensonge est l'un des péchés capitaux, on le condamne fortement, tout comme d'ailleurs ce qu'on appelle l'orgueil, c'est-à-dire cette sorte d'amour de soi-même, cette sorte de vanité, cette sorte de narcissisme. On commence donc à bien cerner le problème auquel on va être confronté. On a une société où les valeurs se contredisent. On a une société où, en fait, tout le monde s'arrange en réalité avec la morale religieuse. En effet, comment garder son honneur?
et en même temps respecter la vérité. Comme tout le monde fait pareil, au final, tout se passe bien puisqu'on fait semblant, on sauvegarde les apparences. C'est une société d'honneur, mais qui est également hypocrite. Car en effet, si pour défendre son honneur, défendre l'honneur de sa famille, eh bien il faut mentir, finalement, ça ne pose de problème à personne tant que vous ne le montrez pas, tant que vous dissimulez. Vous êtes bien dans un monde d'apparence, une société du masque, une société du paraître, un monde de dissimulation. Il est temps d'introduire maintenant le troisième terme qui va venir interroger les deux autres, le mot individu. Alors comment les individus peuvent-ils se positionner dans une société ? On fait partie d'une société et on est donc supposé accepter le modèle social. On est supposé accepter les normes, les conventions. Bien entendu, nous avons ce que nous appelons notre libre arbitre, c'est-à-dire notre capacité de choix, notre réflexion qui nous permet de décider ce qui est bien et ce qui est mal pour nous. L'arbitre sur un terrain de jeu décide de la conformité de tels gestes à la règle du jeu. Nous-mêmes, dans notre vie, nous faisons pareil. Nous décidons de nous conformer à la règle du jeu social. C'est notre part de liberté. Nous pouvons choisir de nous conformer totalement ou, au contraire, être conduits à refuser certains aspects. Plus on refuse de s'intégrer, plus on est anticonformiste et plus on va subir la pression du reste de la société. Et on va donc prendre le risque de l'exclusion sociale. Dans La Princesse de Clèves, notre héroïne va être amenée à faire des choix personnels. C'est-à-dire qu'elle ne va pas accepter de faire comme tout le monde. Et elle va donc progressivement s'exclure de cette société. Mais ce sera une exclusion voulue, une exclusion réfléchie. Alors bien entendu, dans ce roman, tout est lié à l'amour. Et en effet, dans cette société de nobles, eh bien, le mariage, ce n'est absolument pas une histoire d'amour. Le mariage est choisi en fait en fonction d'intérêts financiers. Et le mariage est aussi lié à l'honneur. On cherche à se marier si possible au-dessus de son rang. Au pire, on accepte le même rang que le sien. L'amour, c'est donc un bonus. Mais attention, on est dans une société catholique, donc le mariage est sacré. On doit être fidèle. Si on est infidèle, si on est dans une relation adultère, on risque beaucoup le couvent pour les femmes ou même la mort pour les hommes à coup sûr. C'est pourquoi en réalité, l'amour est condamné comme un vice, comme une passion qui vous fait oublier votre devoir. Et on se rappelle, évidemment, que toute relation hors mariage est inimaginable et donc forcément doit se dérouler en secret. Et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la galanterie. La galanterie, c'est obligatoirement le respect du secret. Alors, que se passe-t-il dans une telle société avec une telle conception de l'amour qui doit se passer en secret dans le cadre adultère en quelque sorte, puisque vous trouvez très très peu de mariages où l'amour est présent. Bien, si vous avez des amants ou des maîtresses, il faut absolument dissimuler cette relation, puisque la valeur clé, c'est l'honneur. Il faut donc sauvegarder les apparences à tout prix, et si vous sauvegardez les apparences, eh bien en quelque sorte, tout va bien, vous avez sauvé votre honneur. Alors, dans La Princesse de Clèves, on va voir qu'il y a vraiment des personnages qui maîtrisent complètement cet art de la galanterie, cet art du secret et cet art de la dissimulation. Alors, quel va être le choix de la princesse ? Que va-t-elle faire dans le roman ? Est-ce qu'elle va garder
effectivement ce secret? Est-ce qu'elle va être dans la dissimulation, elle aussi? Est-ce qu'elle va donc se conformer au modèle social en plaçant son honneur par-dessus tout? Ou bien est-ce qu'elle va refuser de jouer le jeu social des apparences et de la dissimulation? Eh bien, effectivement, la princesse de Clèves va lutter de toutes ses forces contre la passion, mais aussi contre la galanterie. À un moment donné, elle va tellement affirmer des choix personnels que finalement, paradoxalement, eh bien, on ne va plus l'admirer. Et c'est toute la question que pose le roman. Jusqu'où aller en amour? Comment résister à la pression sociale en affirmant des choix qui ne sont pas les choix de tout le monde? Et comment, finalement, peut-on s'affirmer en tant qu'individu face à la société et face à la morale? Ce sont ces questions que nous pose le roman. Et c'est pour ça que, finalement, ce roman du XVIIe siècle n'est pas si loin de nous. Il nous questionne encore.